Merci, bon week-end à chacun de nous, membres de la communauté. On se retrouve encore ce jour dans notre cadre pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci, ça nous va droit au cœur. Vos appels, vos orientations, vos remarques, en tout cas, nous aident à pouvoir corriger certaines erreurs et sinon nous améliorer chaque jour pour que finalement notre cadre soit le vrai cadre informatif. Et voilà, encore aujourd'hui, week-end, on se retrouve pour analyser ces questions d'actualité. Merci, serons toujours ensemble. Nous lisons la disposition de la Constitution, nous prenons l'article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qu'est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Tel est l'article ou l'esprit de l'article 10 de notre Constitution. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons fait le choix sur l'article 10. Parce que il y a des documents officiels, les documents d'État, qui permettent aux citoyens d'un État de se prévaloir être citoyens de cet État. Entre autres ici, les cartes d'identité. Le débat aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays extraordinaire et exceptionnel. Depuis beaucoup de temps, nous n'avons ni carte d'identité, ni permis de conduire. C'est dans ces conditions que nous vivons. Un État à part, un État exceptionnel. Et voilà, lorsqu'on pense doter les Congolais de la carte d'identité, c'est des combats afin de vouloir bloquer l'opération pour que le Congolais ne soit pas identifié. À travers cette question, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un combat de ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas que le Congo s'organise normalement. Et nous font la guerre de temps en temps. Il est difficile aujourd'hui de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. La politique de l'infiltration. En tout cas, merci. C'est la question, l'un des points que nous allons développer. Le premier, c'est celui-là. La question en rapport avec la carte d'identité. Le deuxième point, sinon la deuxième question, c'est en tout cas, la position des magistrats congolais aujourd'hui contre le ministre de la Justice. Et pourtant, ces ministres, selon nous, et nous le disons pratiquement chaque jour, dans la composition de ce gouvernement, c'est le ministre qui se distingue. Ses actes racontent les attentes de la population. Mais il est difficile aujourd'hui de comprendre que les magistrats s'érigent contre lui. Est-ce que ne sont-ils pas ceux que le Congo déplore depuis tout ce temps, où leurs actes ne racontent pas les attentes de la population, où on semble souvent avoir une justice à deux vitesses, selon qu'on a les moyens et selon qu'on n'a pas de moyens? Est-ce qu'ils ne sont pas parmi ceux qui, hier, l'autre ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, parlait de 3 V, veste, voiture, villa. Et pour ça, ils étaient prêts à sacrifier la vérité pour leurs intérêts privés. Nous allons analyser. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Nous vous remercions. Partageons souvent les liens. En tout cas, commentons comme nous faisons de temps en temps. C'est notre cadre. Et nous vous l'avons dit dès le début d'ailleurs de cette émission. Merci. La première question en rapport avec la carte d'identité. C'est pratiquement aujourd'hui plus de 40 ans que les Congolais n'ont pas de carte d'identité. Nous avions carte pour citoyens. Aujourd'hui, pour se prévaloir congolais, soit vous devez avoir le passeport ou l'accès, n'est pas pour tout le monde, ou la fameuse carte d'électeur que nous avions ici, où sa production n'était pas sécurisée. Beaucoup de Rwandais en ont, et d'ailleurs,
il y a une personne qui avait fait une déclaration qui avait énervé les Congolais à son temps, où ils obtenaient ces cartes d'électeurs à partir de Kigali pour entrer au Congo. Et voilà pourquoi il fallait réfléchir pour doter les Congolais de cartes d'identité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient au pouvoir, élu par les Congolais. Il promet les Congolais ce document identitaire qui nous permettrait d'ailleurs d'asseoir notre administration, qui nous permettrait d'ailleurs d'asseoir notre économie. Parce qu'il est difficile d'avoir une économie assise à partir du moment où on ne se connaît pas, si on est au nombre de combien. Il est difficile de parler d'une bonne administration à partir du moment où on ne sait pas effectivement qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir au début, l'élan, c'est celui-là. Et voilà aujourd'hui, un mandat après, l'autre a commencé. Jusqu'ici, les Congolais n'ont pas encore leur carte d'identité. C'est vrai, moi j'ai obtenu la mienne. Mais une opération qui a commencé a connu des blocages. Une opération qui a commencé a connu un combat terrible. Une opération qui a commencé, les adversaires n'ont pas voulu que cette opération évolue. Et connaît des difficultés aujourd'hui. Mais il faut maintenant informer l'opinion qu'il y a un partenaire qui travaille avec l'ONUP qui s'appelle Afritech Idemia. Ce partenaire a gagné le marché pour que il soit maintenant celui qui doit travailler en intelligence, en collaboration avec l'ONUP pour doter les Congolais des cartes d'identité. Et ce n'est pas qu'il s'est improvisé. Il y avait également d'autres opérateurs, d'autres partenaires qui, au regard de leur expérience du travail à travers le reste du monde, au regard de leur image, au regard également de leur offre, ils n'ont pas rencontré les attentes de l'ONUP. Et Afritech Idemia a rencontré les attentes, et voilà pourquoi le marché a été confié à Afritech Idemia. Afritech, c'est la société de M. Samba Bachili. Et le combat a commencé, les attaques ont commencé. Même moi, Pascal, j'ai eu des éléments à son temps par les mêmes personnes qui combattaient le travail. J'estimais à l'époque que c'était vrai, alors que, après vérification, c'était des fausses informations. Une mauvaise campagne a été menée pour ternir non seulement l'image d'Afritech, mais également de son promoteur, de son responsable qui est Samba Bachili. Ils ont maintenant intentionnellement instrumentalisé les médias, nationaux comme internationaux. Et parmi les médias internationaux, aujourd'hui, nous allons vous parler de Bloomberg, qui est allé au-delà jusqu'à affirmer que le montant de cette opération exigé par Afritech Idemia pour la réalisation de cette question, cette opération de l'octroi des cartes d'identité s'élevait à 1,2 milliard de dollars américains. Mais c'est une très fausse information. Et je veux vous démontrer comment c'est très fausse information. Cette campagne s'est axée sur 3 phases. La première phase a consisté à ternir d'abord l'image de Samba Bachili et de sa société. Et on a cherché à démontrer comment la société, ou sinon je veux dire la fameuse société selon eux, n'a pas l'argent. Le capital s'appelle des 2000 dollars américains. Ah, mais on doit quand même être très sérieux. Comment avec 2000 dollars américains, quelqu'un peut venir prétendre faire une couverture d'une telle opération et gagner un tel marché? Ça veut dire, en d'autres termes, vous voulez dire que les Congolais ne sont pas sérieux.
pour accepter une telle société qui n'a à peine que 2 000 $ américains. Ça s'est craché même sur les Congolais, ça ne peut pas passer comme ça. On va ternir l'image d'Afritech, oubliant que ils ont une expérience dans ce domaine avec le partenaire IDEMIA. Dans le cadre, par exemple, de l'Afrique, il y a plusieurs pays africains qui ont bénéficié de leurs services. Plusieurs autres pays du monde ont bénéficié de leurs services. Le Nigeria, c'est parmi les grands pays. Et donc, ils ont au moins l'expérience, surtout, dans la couverture des pays à grande étendue. Et ils ont su faire ça. Et voilà, la première phase a consisté à ternir d'abord l'image de Samba Bathily et d'Afritech IDEMIA. La deuxième phase, et là, c'est avec la presse internationale francophone. On va chercher maintenant à créer des conflits entre IDEMIA et Afritech. Et nous avons compris ici, on dit non, IDEMIA ne se reconnaît pas à Afritech, Afritech ne travaille pas avec IDEMIA et tout ça, oubliant qu'ils sont en partenariat depuis longtemps en Afrique de l'Ouest. Et cela avec l'intention de décourager maintenant et certains partenaires financiers qui accompagneraient maintenant ce projet. Comme si cela ne suffisait pas, ils vont aller maintenant aux médias internationaux francophones. Et c'est là qu'on est allé toucher Bloomberg, afin, comme pour les francophones, de vouloir décourager maintenant les anglophones, les partenaires anglophones, les partenaires financiers anglophones à pouvoir appuyer le projet. Et c'est comme ça que Pascal apporte cette précision et dit ceci. Le projet n'a jamais été de 1,2 milliard de dollars américains, comme a affirmé Bloomberg. Le projet est de 697 millions de dollars américains. Et cette offre a été attrayante comparativement à l'offre des autres. Je vais venir et je vais citer aussi ces gens-là, ces partenaires-là qui n'ont pas convaincu l'ONIP pour, en tout cas, gagner le marché. Alors maintenant, sur les 697 millions de dollars américains, 300 millions de dollars américains prévus à dédier au système de base de données, aux équipements et services associés ainsi qu'à la délivrance de 70 millions de cartes d'identité plutôt du type l'enseigne. Et ceci est capable à l'estimation de l'ONIP qui n'est concernée que la partie fichier général de la population et carte d'identité. Là, c'est la première phase. 300 millions de dollars américains sur le total de 697 millions de dollars américains. La deuxième phase prend 397 millions de dollars américains. Pour quelle fin? Alloué à la logistique, aux opérations d'enrôlement de plus de 100 millions de personnes, aux bâtiments et infrastructures diverses, ainsi qu'aux services et à la formation. Et voilà, c'est comme ça que les fonds ont été repartis. Afritech a intégré dans son offre, bien entendu, de 699 millions de dollars américains, la construction du bâtiment du siège de l'ONIP. Vous savez, jusqu'ici, l'ONIP, c'est vers, on appelle quoi? Royal, dans ces bâtiments-là qui logent. Il faudrait maintenant de bons bâtiments pour l'ONIP, c'est un grand service. Des centres d'identification dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, ainsi que de 2 data centers du type tiers 3 et leur système de sauvegarde capable de stocker les données de plus de 250 millions de personnes. Dans la deuxième phase du projet,
il était prévu, après 2 ans, sur financement privé, la construction et l'équipement des centres d'identification, ainsi que leurs opérations dans les 145 territoires du pays et dans les 66 représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à travers le monde. Il a été aussi prévu d'attribuer un numéro d'identification unique nationale à chaque Congolais plutôt dès sa naissance. Ça, c'est l'offre de Afritech Idemia. Et ça, c'est en fait le plan du projet. Et le projet qui a déjà commencé sa réalisation. Mais les détracteurs trouvent des prétextes pour vouloir salir ce projet comme vous n'avez pas l'idée. Mais je veux vous donner à titre d'illustration comment l'autre partenaire avait présenté son offre. Ici, je vais citer Veridos, qui s'est retrouvé au même moment d'ailleurs avec Afritech, aspect final avant la décision définitive, en octobre 2023, et qui s'est contenté de proposer uniquement du matériel d'identification et de production des cartes pour 730 millions de dollars américains. Imaginez maintenant la différence. Aucune infraction, construction, aucun plan de construction des infrastructures, la formation, beaucoup d'éléments qui sont entrés en compte dans l'offre de Afritech. Regardez ici, chez Veridos, on va à 730 millions de dollars américains uniquement pour le matériel d'identification et la production des cartes. Et pourtant, avec Afritech Idemia, 697 millions de dollars américains, plein de projets, plein de réalisations, beaucoup de réalisations dedans. Voilà la différence entre les deux partenaires qui avaient sollicité le marché. Et voilà pourquoi nous nous disons ceci. Il est anormal qu'à ce stade, où l'opération a déjà commencé, qu'on connaisse ce blocage simplement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les Congolais aient des cartes d'identité. Je veux ici dire, comme je l'ai dit au début, qu'il s'agit bien entendu d'un plan de ceux qui ne veulent pas une organisation de la République démocratique du Congo. Ils veulent nous mettre dans un état de désorganisation où nous ne saurons même pas connaître le nombre exact des Congolais. Je veux vous rappeler ici que pas très longtemps, nous avons tous suivi la déclaration de Paul Kagame qui prétendait héberger au moins 100 000 Congolais, toutis, comme je le dis pratiquement chaque jour. Et voilà, il voulait qu'il y rentre au Congo. Et maintenant, imaginez, le retour sera comment à partir du moment où nous n'avons pas des cartes, des documents officiels qui peuvent nous identifier et dire tel est Congolais, tel n'est pas. On risque cette fois-là ramener au Congo des non-Congolais pour occuper des espaces sur le sol congolais. Et voilà pourquoi il est très important à ce jour d'encourager, de faciliter l'opération d'identification, de l'enrôlement, afin que finalement on ait un fichier. D'ailleurs, c'est très important. On ait un fichier qui permettrait que nous puissions, à chaque fois que nous avons besoin d'avoir les éléments identitaires d'une personne, aller cliquer très facilement et avoir tous les éléments. C'est de cette façon que nous serons organisés. On peut renforcer l'administration et le reste. En tout cas, merci. Merci. Nous abordons le deuxième point, sinon la deuxième question, en rapport avec la position des magistrats, de certains magistrats, il faut préciser, contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Les magistrats se révoltent contre le ministre de la Justice. Pour quelles raisons? Ils fustigent, d'une part, la création des tribunaux populaires
où selon eux, le ministre se transforme tantôt en juge, qualifiant certaines œuvres du juge de décisions iniques, tantôt en procureur ordonnant l'arrestation et de l'autre, la création des commissions ayant pour objet de statuer sur les actes des magistrats. Nous avons vu, après l'investiture de ce gouvernement, un ministre s'est distingué, c'est celui de la justice, Constant Mutamba. Parce que tous nous le disions que, en République démocratique du Congo aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas l'argent, lorsque vous n'êtes pas connu, il est difficile de gagner un procès. Et nous disions que notre justice est malade. Et le chef de l'État l'a dit autant de fois. Alors maintenant, lorsque on prend des décisions d'ailleurs, des initiatives qui rencontrent les attentes de la population, et voilà, au lieu d'encourager ceux qui sont habitués dans les mauvaises pratiques, s'illustrent maintenant en opposition aux actions du ministre, lesquelles rencontrent les attentes de la population. Les tribunaux populaires, mais effectivement parce que vous êtes lent dans votre procédure parce que vous cherchez l'argent. Souvent, les justes ne gagnent pas de procès. Vous faites gagner les procès pour des gens qui vous donnent l'argent. Et voilà pourquoi il faut le faire de façon simplifiée pour qu'on rétablisse la vérité. Que les opprimés maintenant soient rétablis dans leurs droits. Pour cela, je ne vois pas comment vous pouvez vous illustrer en opposition. Et ils vont plus loin pour dire qu'il y a des décisions iniques. Mais d'ailleurs, nous avons suivi aussi le ministre de portefeuille saisir le ministre de la Justice, même le chef de l'État, en conseil de ministres, on a levé l'option. Mais vous vous êtes illustré, vous avez créé de tels comportements, des jugements contre les sociétés, pour faire gagner les procès aux fournisseurs, ensemble avec les avocats conseils, et vous partagiez l'argent à travers vos jugements uniques. Et vous condamniez les sociétés. Et lorsqu'on prend des initiatives pour contraindre tout cela, et vous êtes les premiers à vous illustrer, vous continuez à dire, il y a la création des commissions ayant pour objet de statuer sur les actes des magistrats. Mais si vos actes sont bons, si vos actes sont au milieu du village, on ne peut pas créer, on ne va même pas créer cette commission. Qui ne le dit pas? Vous auriez dû d'abord vous amender, vous condamner, vous regarder et dire, mais pourquoi ceci sont fait? Ne sommes-nous pas bons? Si vous êtes bons, je ne pense pas qu'on reviendrait, on engagerait un tel débat. C'est parce que toute la société sait que si aujourd'hui la société est désarticulée, c'est à cause de vous, à travers vos jugements qui ne sont pas justes, à travers vos jugements déséquilibrés, parce que simplement vous voulez bien avoir l'argent et au nom de l'argent, vous sacrifiez toute une nation et alors que, on le dit bien, la justice élève la nation. Constant Mutamba répond maintenant à ces juges, à ces magistrats, en fait, je voulais dire. Le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son image. Rien n'arrêtera cet engagement ferme du magistrat suprême. Les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. Effectivement, si ça satisfait la population, peu importe ces imposteurs, le comportement de ces imposteurs, excusez-moi le concept, peu importe le comportement de ces magistrats, je crois qu'on devra aller jusqu'au bout. Et il continue, il dit, des réseaux mafieux, démasqués, craquent déjà. Il peut avoir raison. N'ont-ils pas peur aujourd'hui? Seule la justice élève une nation. Nous l'avons dit, c'est la justice qui élève la nation. Et voilà, nous pensons que le ministre de la Justice ne va pas changer, en tout cas, son élan. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Les tribunaux populaires, nous avons vu, ont facilité beaucoup de dossiers visiblement mal jugés à son temps et qui ont permis en fait que
les frustrés se sentent un peu rétablis dans leurs droits. C'était très, très important. Et donc, nous, de notre part, nous allons appeler le ministre de la Justice à pouvoir, en tout cas, continuer. Les œuvres des juges, nous vous appelons, vous, plutôt, à avoir des actes, en tout cas, qui soient à l'intérêt de tout le monde, qu'on ait l'argent ou qu'on n'ait pas l'argent. Mais l'essentiel est que on ait la vérité, on ait raison pour être, en tout cas, rétabli par une décision rationnelle, intelligente de la justice. Et voilà, 2 informations à vous livrer aujourd'hui. Et nous nous posons la question, le concert de Fally Ipupa qui était prévu à Goma a été annulé, raison évoquée, l'insécurité. Mais nous disons ceci, et nous le disons pratiquement chaque jour. À ce stade où notre pays connaît des difficultés sécuritaires, où le pays est attaqué dans cette partie de l'Est d'ailleurs, est-ce que vraiment nous sommes sages, nous sommes vraiment sérieux, de temps en temps accepter que nous organisions des concerts pour nous réjouir, pour nous jouir ici? Que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Europe, que ce soit comme on a prévu à Goma. Sommes-nous réellement sérieux? Pourquoi des concerts à ce stade où le pays est occupé? Pourquoi nous ne pouvons pas nous concentrer sur l'essentiel? Heureusement qu'il est annulé. Mais je pense que le gouverneur de la ville, maintenant, Daniel Bumba, devrait, parce que là c'est à Goma, moi je parle de Kinshasa maintenant, penser à la langue, refuser ou interdire pratiquement toutes sortes de jouissances à travers les concerts ici à Kinshasa, pendant que le pays est occupé aujourd'hui par les agresseurs. Il faut refuser. Je ne veux pas parler de l'Europe parce qu'on va dire non mais bon, parce que moi j'appuie toujours l'initiative des combattants à l'époque ou à son temps où on refusait des concerts en Europe. Moi je donne raison à ces gens parce que ça nous amène à la distraction inutile. On n'est pas concentré sur l'essentiel. Question de regarder comment nous nous comportons sur les réseaux sociaux. Comme si nous sommes un pays normal aujourd'hui où il n'y a pas de guerre. Nous sommes occupés, nous sommes en guerre même s'il n'y a pas une déclaration de guerre. Côté UDPS, c'est un cafouillage terrible. Non, nous appelons à la paix simplement. Il ne faudrait pas qu'il y ait des descentes au siège de l'UDPS, il y ait ceci, ainsi de suite, pour créer des tensions. Et les innocents pourront connaître des conséquences. Nous, on n'a pas besoin de ça. À ce stade, où nous connaissons beaucoup de dysfonctionnements sur le plan sécuritaire, nous pensons, de notre point de vue, que le parti qui prêcherait par l'exemple, c'est l'UDPS, qui est le premier parti au pouvoir. Nous insistons sur ça. Un compromis peut être trouvé à l'interne. Il est vrai qu'il y a un camp qui est allé faire ce qu'il avait fait, sa convention, qui s'est soldée par le choix d'un secrétaire général à leur niveau. De l'autre côté, il y a un secrétaire général qui est toujours là, aujourd'hui, qui a créé une commission afin d'apprécier les contours, comment aller à la convention démocratique. Deux L se sont créés. Je pense qu'il faudrait maintenant trouver un cadre d'attente pour permettre que le parti fonctionne normalement. Mais cette tendance de vouloir l'affrontement, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas sage. Pour résoudre quel problème, pour atteindre quel objectif? Cette fois-là, je crois, sera de ternir non seulement l'image du président de la République, vous allez ternir également l'image du parti. Et il est intelligent déjà d'anticiper cela et avoir un comportement plus responsable déjà maintenant
pour que les linges sales puissent se laver en famille. C'est notre point de vue que nous avons donné. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions, nous vous disons merci, bon week-end. Gardons en tout cas ce contact permanent. Partageons ce lien. Partageons le lien. Soyons plus nombreux. Commentons. C'est de cette façon que notre communauté va s'élargir de jour au jour. En tout cas, merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Ici, d'abord.